Bonjour à tous, bienvenue dans la phase. Aujourd'hui, avec mon ami Hugo. Bonjour Hugo. Salut. On va s'attaquer au nouveau film de Park Chan-wook, Aucun autre choix, No Other Choice. Et j'ai pas la capacité de le prononcer en coréen, mais j'ai lu quelque part que la traduction littérale du titre coréen voulait dire Je n'y peux rien. D'accord. Ou je ne peux rien y faire. Ce qui peut être peut-être intéressant pour la suite de l'analyse. Parce que l'américain dit quand même No Other Choice à un moment dans le film. Ok. Mais, ah oui, en effet. Mais intéressant. Bon, intéressant. Donc le film est sorti il y a peu, puisque c'était en février dernier, et son pitch est inspiré d'un film français, Le Couperet, de Costa Gavras, lui-même inspiré du roman américain du même titre. Aucun autre choix, c'est donc l'histoire de Yomanso, qui est cadre supérieur dans une entreprise de fabrication de papier et dont la vie va sombrer peu à peu dans le chaos après son licenciement, puisque pour sauver ce qu'il pense être l'équilibre familial et sa propre vie, il va décider d'éliminer un par un les concurrents au nouveau poste qu'il convoite. C'est un film qui mélange les genres. Il y a de la comédie, il y a du thriller, il y a du drame, il y a de la satire surtout de la société coréenne et du monde du travail, qui dépeint un monde d'hommes cyniques, masculinistes, sans empathie, où le statut social est survalorisé et écrase les individus. Mais c'est avant tout un film burlesque, très burlesque même, voire trop burlesque pour moi personnellement, puisque ça m'a un peu empêché d'être totalement happé par le scénario, notamment le fait que les messages visuels et sonores soient un peu poussés à l'extrême. L'esthétique notamment, les détails photographiques et sonores, les bruitages et les gros plans. Voilà, ça m'a un peu, ça m'a mis mal à l'aise. Voilà, donc au final c'est peut-être une réussite. Bah peut-être, c'est vrai qu'on remarque la même chose. Bon, moi, je vais pas le cacher, j'adore le film, mais c'est un film dans lequel il y a plein d'effets de mise en scène qui sont très visibles, quoi. On voit bien qu'il aime bien y aller fort, tu vois, il y a plein d'idées de cadrage un peu inattendus, genre quand il va boire à la fin son verre en shoot, là, on va avoir un plan depuis l'intérieur du verre. On a des idées de son aussi qui sont très marquantes. Par exemple, quand Mansu, du coup, le héros, apprend que lui aussi va se faire virer, parce qu'au début, il croit que c'est juste ses collègues qui sont virés, en fait, c'est lui aussi. Le plan d'après, il est seul dans le silence, et d'un coup, sa femme dit mon chéri. Et là, d'un coup, tout le son autour de lui revient. Donc on voit qu'on est sur des effets très visibles, et c'est surtout dans le cas du montage. C'est un film où pour moi il y a une sorte de fête d'idées de montage, il y en a partout quoi. Il y a des surimpressions, donc il y a plein de moments où on va avoir un plan qui va se surimprimer sur l'autre. On va avoir aussi des moments de contamination un peu d'une scène par une autre, genre par exemple la scène que je trouve hyper drôle où Mansu sort de réunion pour chômeurs. Tu sais, la gourou vient devant lui et lui dit respire, respire. Et on voit des plans fugitifs de sa femme qui joue au tennis, et c'est comme si les coups de tennis étaient des réponses à la respiration de la gourou, avec évidemment l'idée que, étant donné qu'il a perdu son travail, sa femme va devoir arrêter les cours de tennis. Et surtout, le truc qui fait beaucoup, je pense, Park dans ce film, oui, on est amis, donc je l'appelle Park, c'est des raccords qui sont très visibles. Par exemple, première séquence, on a du coup notre héros avec sa petite famille et où en apparence tout va bien. Ils se font un gros câlin, cut, ou plutôt petit fondu, centrifugeuse. On voit très bien qu'il y a un raccord, donc le passage d'un plan à l'autre qui est très marquant. Et notamment un truc qu'il utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle, et ce sera le seul terme technique qu'on va utiliser, mais je pense qu'il l'utilise tellement que c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle des raccords plastiques, c'est-à-dire qu'il va passer d'une scène à l'autre avec une idée d'objet ou de mouvement. Par exemple, quand Mansu observe sa première victime, qui est avec sa femme en train de faire un pique-nique, sa femme va claquer des doigts, ça va cut, et on va avoir quelqu'un qui allume un briquet, par exemple. Il y a plein d'idées comme ça dans le film, ce qui serait un petit peu l'héritage qu'on pourrait faire remonter très loin, mais un peu à Méliès, quoi. C'est-à-dire que le cinéma comme un endroit dans lequel on va imaginer plein de trucs formels, on va s'amuser à mettre des plans les uns sur les autres, on va s'amuser à les retourner, à les ralentir, à les accélérer, etc., etc. On voit donc qu'on est dans un cinéma qui est sophistiqué, c'est-à-dire qui travaille des effets, qui travaille l'idée de faire, d'inventer des choses au niveau de la forme. Moi, je trouve ça très virtuose, mais de toute façon, qu'on aime ou pas, je pense que c'est indéniable, qu'on est dans un cinéma qui essaie de travailler des effets, et aussi qui assume complètement l'artificialité de ce qu'il fait. C'est-à-dire que, en voyant ça, avec ses raccords, par exemple, quand je passe de la famille à la centrifugeuse, je vois bien que c'est un cinéaste qui a décidé de faire ce raccord. En gros, on voit bien que le film affiche son caractère fabriqué, et d'ailleurs, même le scénario que tu as raconté, c'est presque un peu un scénario de jeu vidéo, genre, il faut éliminer 3 boss pour arriver à accomplir la mission. Enfin, il y a un truc qui fait très faux dans tout ça. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'artifice, c'est aussi un peu l'enjeu du film. Et de tous les derniers films de Park Chan-wook qui vont être des histoires de fausses identités, de fausses pistes, des gens qui se déguisent, des gens qui manipulent d'autres gens. On croit qu'ils sont un tel, en fait, ils sont pas un tel. Voilà, Mademoiselle est un film qui est une sorte de
de vertige de personnes qui s'inventent des vies, qui mentent, etc. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que Park donne pas mal dans le genre policier, parce que c'est par excellence le genre où on fait ça, quoi. Le genre où des flics interrogent des gens et on essaie de savoir la vérité, mais en même temps les gens mentent, etc., etc. Et ici, dès le début, le film nous met un peu sur cette piste que c'est un film qui va nous parler beaucoup d'artifice, c'est-à-dire que le début c'est beaucoup trop beau pour être vrai, quoi. Le héros, la lumière est trop belle, la musique est trop belle, il est trop beau, sa femme est trop belle, ses enfants sont trop beaux, elle fait du violoncelle. Enfin, il y a un peu un truc de bon, ça va pas, quoi. Clairement, ça va pas. Ils font de l'anguille parce que son patron lui a donné de l'anguille. Enfin, tu vois, on est quand même très très loin dans le bonheur absolu. Bon, ce qui est passionnant, c'est qu'on apprendra que cette anguille, qui pour lui était le symbole de sa réussite, est en fait le truc que le patron envoie aux employés qu'il va virer. Donc en fait, le verre est déjà dans le fruit depuis le début. Mais on voit bien que du coup, le but du film, ça va être un peu d'aller gratter dans cette famille parfaite, quoi. On nous donne un plan de la famille parfaite et puis on va aller un peu gratter dedans. Cette artificialité dont tu parles, moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que dans tout le film, on se dit, oula, c'est presque trop exagéré. Et ça donne un côté, comme c'est toi qui en parlais tout à l'heure, enfin avant, on en parlait avant, c'est que ça donne un côté très théâtral. Il y a un côté théâtral, mais il y a aussi toutes les scènes de ce film, quasiment, sont des scènes dans lesquelles les personnages doivent jouer des rôles, doivent performer des rôles. Mansu, d'ailleurs, le début du film, après la scène avec sa famille, on le voit en train de répéter un texte pour le donner au patron, pour protéger ses collègues qui se font virer. Il va s'agir aussi de répéter la chorégraphie de danse qu'il fait avec sa femme plus tard. Il y a plein de scènes où il va être en performance, l'entretien d'embauche, le meurtre, évidemment, il doit se faire passer pour quelqu'un d'autre, l'interrogatoire. Le film, d'ailleurs, va très intelligemment, je trouve, lier meurtre, interrogatoire, entretien d'embauche, comme si ces trois trucs-là étaient un peu la même chose, en fait. Mais ça, on reviendra plus tard là-dessus, je pense. Non, mais il sera aussi beaucoup de questions de costume, de déguisement, parce que Mansu se fait une autre identité quand il va assassiner ses victimes. D'ailleurs, il le fait pas très bien, parce qu'à un moment, il oublie de mettre ses lunettes, et du coup, l'autre lui fait « Ah, vous êtes beaucoup plus canon sans lunettes !» Et là, il se dit « Ah merde, en fait, j'étais censé être déguisé. » Il va aussi se faire un accessoire, comme au théâtre, il va faire un faux pistolet pour le mettre à la place du vrai. D'ailleurs, le motif du déguisement sera un truc que je trouve aussi super intéressant et ambigu à un moment. Sa femme l'invite à un truc de danse, elle est déguisée en Pocahontas. Lui, il voit que son déguisement est un déguisement de militaire et donc il se dit « Tu nous as pas déguisé pareil ?» parce que en fait toi tu voulais en gros aller draguer les gens qui étaient déguisés comme toi, et elle lui dit bah non, moi je suis Pocahontas, toi t'es John Smith je crois il s'appelle, et donc c'était complémentaire. Donc le sens, le déguisement va avoir un rôle dramatique dans le film. Non, et par rapport à ce truc théâtral aussi, il va beaucoup être question d'être dirigé et de diriger dans ce film. Mansu évidemment, avant de passer son entretien d'embauche, on va beaucoup le briefer sur le fait qu'il faut qu'il dise quel est son plus grand défaut, Ouais. et évidemment lui comme un acteur va vouloir faire le malin et dire je refuse. C'est exactement ça mon plus grand défaut, c'est que je ne dis jamais je refuse. Enfin, tu vois, il va faire un peu le malin comme un acteur. À la réunion des chômeurs, on va lui indiquer des gestes à faire, là, se taper sur la tempe. Et lui-même, dans une autre scène que je trouve super, il va diriger sa victime quand il va ne pas vouloir que sa première victime apprenne qu'il est cocu. Il va lui dire non, attends, reviens au téléphone, reviens en arrière, là le signal capte pas bien. Il va vraiment le diriger un peu comme un acteur. Je finirai avec ça, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est ça qui fait que le film, je trouve vraiment super, et c'était aussi le cas notamment dans les deux derniers de Park Chan-wook, c'est qu'on n'oppose pas bêtement genre le vrai et le faux. Il n'y aurait pas un vrai Mansu qui serait le Mansu père de famille et un faux Mansu qui serait son identité quand il tue. Au contraire, on voit bien à quel point Mansu n'est pas le père parfait qu'il prétend être, à quel point il y a quelque chose d'artificiel dans son rôle de père. À l'inverse, dans les scènes de meurtre où il joue un rôle, il va se jouer des grands moments de vérité. Ce personnage va dire des choses très très vraies, alors même qu'il est en train de jouer un rôle. Et d'ailleurs, le film est plein de répliques que je pourrais appeler des vrais mensonges. Je crois qu'au théâtre, on appelle ça du mentir vrai. Enfin bon, c'est pas important, mais c'est des répliques qui sont des mensonges, mais en fait qui disent vrai. Par exemple, à un moment, Mansu dit à sa femme « Non mais tu sais, je suis fatigué parce que ces entretiens d'embauche que je fais en ce moment, ils sont très difficiles. » C'est un mensonge, il fait pas des entretiens d'embauche, il tue des gens. Mais en fait, si, c'est des entretiens d'embauche, c'est tout ce que montre le film. C'est-à-dire le fait qu'en fait, ce qu'il fait, c'est exactement ce que fait un recruteur. Pareil, à un moment, quand il va avoir sa deuxième victime dans le magasin de chaussures, il va lui dire « Je reconnais un chômeur quand j'en vois un ». C'est faux, parce qu'en fait, il sait déjà que c'est un chômeur, il l'a pas appris en le voyant, mais en même temps, c'est un peu vrai, parce que on voit bien qu'il est touché par cet homme et qu'il reconnaît en lui son propre chômage, quoi, qu'il se reconnaisse là-dedans. Et d'ailleurs, il aura ce très beau geste très simple, au moment où il veut le tuer, il va se cacher les yeux, parce qu'il n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Mais ce film, de toute façon, je trouve qu'il a plein de gestes comme ça qui sont hyper simples et hyper justes.
Voilà, donc bref, pour finir là-dessus, la puissance, je trouve, de Park Chan-wook, c'est vraiment, on n'est pas dans le vrai et le faux, l'artificiel et le réel, on a un truc où, au contraire, tout va se mélanger, où le vrai va se dire dans le moment du mensonge, où le mensonge va apparaître dans ce qui apparaissait le vrai, enfin, on est dans ce truc de vertige-là, dont on va la déplier un peu plus précisément plus tard, mais la première scène de meurtre, pour moi, est vertigineuse de ce point de vue-là, quoi, sur ce qui se dit, ce qui se joue, mais on se la garde peut-être pour un peu plus tard. Pour revenir sur cette histoire de théâtralité, là, moi, il y a deux petites choses que j'aurais voulu ajouter. Déjà, le soleil, enfin la lumière en tout cas, souvent, il est, notamment à le premier entretien d'embauche, où il est ébloui par le soleil. On dirait un acteur sur une scène qui est ébloui par les spots. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que tous les adultes dans ce film, on dirait en effet qu'ils jouent un rôle, et pas les enfants. Les enfants ont quelque chose de très très eux-mêmes, quoi, très vrai. Ils parlent pas beaucoup, en tout ils cas, sont un la peu petite timides. fille. La petite Le fille. petit garçon, ça serait peut-être, il est peut-être quand même un peu du côté des adultes un petit peu. Je dirais Parce qu'il qu'il est a grandi peut-être. Ouais, Parce qu'il puisque est plus il grand. est un peu dans le film des adultes quand même, là où Mm. la petite fille est vraiment, elle est avec les chiens presque. Ouais, Enfin, elle ouais. est dans un film qui est complètement ailleurs. Le garçon, je pense qu'il est intéressant parce qu'il est un peu entre les deux. Ouais. Il est quand même un peu magouilleur. Il a une histoire où il vole des téléphones. Enfin, Oui, tu vois. mais disons qu'il le fait parce qu'il veut aider ses parents. Enfin, il y a un côté un Complètement, peu. En tout cas, il est moins absurde et moins parodique que les adultes dans le film, quoi. C'est sûr. Là où je le rapprocherai, mais on en reparlera peut-être aussi plus tard, c'est qu'il est quand même, comme tu as dit, dans protéger la famille. Et donc, lui, il est rentré dans la stratégie de protection que le père va faire en tuant, que la mère ça, va de faire les faire crimes. quand elle va un peu montrer ses seins au gars Ouais. pour essayer de le chauffer pour qu'il ne balance pas le fils, et le fils va voler des téléphones aussi. La fille, pour le coup, elle est dans son film, Ouais. qui est un film en vase clos par rapport aux autres. Ouais, complètement. Ce qui nous a choqué, toi et moi, dès le début du film, c'est le héros. Puisque ce héros qui se fait maltraiter par le système, et c'est pourtant un héros qui est très bien intégré à la base au système, il est cadre supérieur, et il a l'air de disposer pas mal de tunas. Ouais. Il a quand même une grande maison, il fait du bonsaï, enfin il a des activités en tout cas d'homme. Non, oui, bah moi, c'est vrai que à part le fait que je savais que j'allais voir un film de Park Chan-wook et que j'étais enthousiaste parce que, on en reparlera peut-être plus tard, mais pour moi, c'est un cinéaste dont les films sont de meilleur en meilleur, et donc j'étais en mode, bah, peut-être que celui-là va être encore meilleur que les derniers. Mais non, la seule chose que je savais sur le film, je sais plus comment j'avais entendu ça, mais que c'était sur un chômeur qui veut éliminer ses concurrents. Forcément, je m'attends à un personnage qui va être précaire, qui va être en galère et Oui. qui va tuer par nécessité. Et je voyais déjà pourquoi le film s'appelait comme ça. Pas d'autre choix, aucun autre choix, parce que ce gars est dans une telle galère, il doit tellement survivre que il va C'est devoir être poussé à tuer. Il est au bout du rouleau, c'est un homme Voilà. très très pauvre au bout du rouleau. Ouais. Alors là, la première scène, ce mec est l'opposé d'un galérien. Déjà, on voit qu'il est au sommet de la réussite un petit peu. Et puis, il est, voilà, t'as dit grande maison, violoncelle, jardin, voilà, on en reparlera, mais il y a plein de détails, tennis, voilà, plein de choses. Alors, qu'est-ce que ça fabrique, ça, déjà bah, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un chômeur qui se bat pour sa survie, on a un bourgeois qui a peur du déclassement. Ce serait plutôt ça. Alors, bourgeois, pas littéralement, parce qu'il n'est pas patron, mais bourgeois au sens quelqu'un qui vit la grande vie, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas dans ce film une lutte des classes qu'opposerait par exemple les prolos à la bourgeoisie, ou les riches aux pauvres, ou les chômeurs aux travailleurs. On a plutôt une lutte à l'intérieur de classes dominantes, quoi. On aurait, je pense, d'un côté ce qui serait la famille de Mansour, c'est-à-dire une sorte de, je mets le mot bourgeoisie du coup, mais une sorte de, voilà, de bourgeoisie un peu à l'ancienne, cultivée. Piano, violoncelle, danse, ceux qui vont danser, tennis, bonsaï, tout ça. D'ailleurs, on va retrouver ça un peu chez sa première victime, tu vois, c'est quoi sa passion? C'est les vinyles. Donc on est aussi dans cet imaginaire un peu, voilà, bourgeoisie à l'ancienne. Ils sont tous unis dans ce goût du papier, qui est vraiment un peu la délicatesse, mais un peu archaïque, tu vois. On est dans un monde, la bourgeoisie du papier, on est quand même dans un monde qui est en train de disparaître assez vite, ce que montre le film très bien. Et il y a presque, d'ailleurs, c'est presque une bourgeoisie un peu aristocratique. Tu vois, ils ont des goûts, violoncelle, piano, tout ça. Le rêve de sa vie à Mansour, c'est de racheter la maison de famille. On est quand même vraiment dans un imaginaire de, oui, qui pour moi tendrait presque plus vers l'aristocratie que vers la bourgeoisie. En tout cas, vers une bourgeoisie élégante et raffinée, qui est, comme on sait, en voie de disparition. Et à ça, on va opposer une bourgeoisie qu'on pourrait appeler bling-bling, ou une bourgeoisie beauf, enfin, comme on veut, mais en tout cas, qui serait le racheteur potentiel de la maison. Alors lui, il arrive, il touche le piano, il fait je sais pas en faire plus, et après il dit le jardin est beau, ça va être bien quand je vais mettre un golf à la place. Ouais. On aurait une première opposition qui serait ça, entre ces deux bourgeoisies-là, on va dire, et l'autre, c'est évidemment le remplacement de cette bourgeoisie culturelle, non pas par la bourgeoisie bling-bling, mais par l'IA. Par la mécanisation. Et là, c'est déjà une approche qui me semble originale, déjà, parce que souvent, quand il y a une crise économique, comme il y en a une maintenant avec l'IA, on s'intéresse souvent à raison aux plus démunis, aux gens qui
qui sont déjà des gens qui sont dans la merde et qui vont en plus perdre leur travail. Mais la crise, c'est aussi toujours le moment où les élites se déclassent, où il y a du mouvement en haut, quoi, où on voit que les élites d'aujourd'hui ne sont pas les élites d'il y a 20 ans, pour plein de raisons. Et du coup, ça, je trouve ça rend le film intéressant. L'autre chose qui fait que ce choix est hyper intéressant, on a parlé pour le héros, c'est que ça rend le personnage beaucoup plus ambigu. Ça aurait été tellement simple de s'attacher à ce personnage si ça avait été un chômeur pauvre, précaire, en galère. Ça aurait été très simple de comprendre pourquoi il tue et de le justifier un peu moralement. Là, on aurait vraiment pu dire le pauvre, il n'a pas le choix. Mais là, il risque pas du tout de mourir de faim, Mansour. Il risque même pas non plus de finir à la rue. Il risque de perdre leur luxe. Il a perdu son statut social, quoi. Voilà, il a de peur perdre le perdre statut son social, statut, de perdre les cours de tennis, de perdre les cours de violoncelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas de survie matérielle dont il est question, mais c'est du luxe, du raffinement, de ce mode de vie-là. Ce qui rend le personnage, je pense, beaucoup plus trouble que s'il avait été juste quelqu'un qui se battait pour sa survie. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du film, il devient de plus en plus anti-héros. Au final, ce personnage, puisque on se rend compte du coup qu'il bat son fils, qu'il était anciennement alcoolique. Bon, son côté amateur de bonsaï, c'est aussi son côté un petit peu, il aime bien contrôler, même la nature. Donc il a un côté un peu psycho, ce monsieur. Effectivement, en tout cas, si on avait voulu rendre ce personnage attachant malgré le fait qu'il fait des meurtres, on l'aurait fait déjà plus galérien, on a dit. On aurait aussi appris des trucs sur lui qui nous auraient fait l'aimer. Par exemple, qu'il a été battu quand il était petit. Les films sont pas avares en général en moyens pour nous attacher à leur personnage. Et là, le film, il fait l'inverse. Ce qu'on apprend de Mansour au fur et à mesure, déjà, bon, il va quand même tuer des innocents, déjà, c'est pas rien. Première étape. Parlons de ça déjà. Mais surtout, comme t'as dit, on apprend qu'il a battu son beau-fils. On apprend aussi, on comprend qu'il cognait peut-être un peu sa femme aussi. On apprend aussi que ce mec, apparemment fusionnel avec sa famille, qui se vend au début comme le papa poule, un petit peu, tu vois, qui est là pour tenir la famille et s'intéresser à ses enfants, il fait manger sa fille, machin et tout. Bon, on voit qu'en fait, il agit en solitaire. Déjà, ces meurtres, il en informe personne, même pas sa femme. Mais en fait, avant même les meurtres, dès le début, c'est quand même un gars qui a sa petite bulle à lui, à côté de la maison, qui est complètement close sur le monde, un peu scientifique fou qui fait ses expériences quand même, c'est un peu ça que ça dégage. Et évidemment, ce lieu, qui est un petit peu un lieu de scientifique fou, deviendra tout naturellement un lieu dans lequel il va envisager de tronçonner un cadavre. Pour le dire autrement, c'est pas l'événement qui le fait devenir psychopathe, c'est pas le fait de perdre son travail, tout est déjà dès le début. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gestes très ambigus sur ce personnage qui dit ça. Tu vois, au début, il fait un câlin à sa famille. Bon, c'est un beau geste, un papa qui fait un câlin à sa famille. En même temps, on voit bien que ça fait un peu chier tout le monde. Et je crois qu'il dit 3 minutes, et je crois que c'est sa femme qui dit « Oh non, 1 minute ». Il fait « Ok, 1 minute ». Déjà, l'aspect chronométré, mesuré du câlin, c'est quand même un peu glauque. Ensuite, on voit bien que ce geste de câlin, c'est aussi un geste de pouvoir, un geste de contrôle. Voilà, il encercle avec ses grandes serres sa famille. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Il dit « J'ai tout ». Il dit pas nous avons tout, il dit pas on est bien, il dit j'ai tout et je vous tiens dans mes bras. Tu vois, c'est quand même ça la scène quand on y repense après avoir vu le film. Et d'ailleurs, il y a un plan furtif de la fille à ce moment-là qui a pas du tout l'air bien. Elle est en PLS dans ce câlin, elle est clairement pas bien du tout dans ce câlin. Ce moment qui devrait être pour lui être un grand moment d'amour, en fait, est un grand moment d'affirmation d'un pouvoir quand même du père sur la famille. Et le raccord qui suit, d'ailleurs j'ai parlé du fait qu'après ce plan-là, on arrive sur la centrifugeuse. Bon, le premier truc qu'on peut se dire, cette centrifugeuse, c'est le système qui va broyer cette famille. C'est le fait que Mansour va perdre son travail. Mais cette centrifugeuse, c'est peut-être aussi Mansour lui-même, quoi. Peut-être qu'en fait, centrifugeuse, c'est littéralement ce qu'il est en train de faire, quoi, de broyer sa famille. Et t'as parlé du bonsaï. Évidemment, bah là, on est encore dans un truc ambigu. Hein. Moi, j'avoue, je trouve ça très beau, le bonsaï, et l'entretien qu'il fait, les scènes de bonsaï, je trouve ça hyper beau. En même temps, c'est évidemment le rapport à la nature le plus violent qui soit, quoi. Le bonsaï, ça consiste à forcer des arbres avec des fils de fer pour qu'ils ne grandissent pas et qu'ils prennent la forme que tu veux leur donner. C'est-à-dire, c'est littéralement l'autoritarisme à l'état pur. Et la mise en scène le montre. On entend le craquement des branches, on sent qu'il force, il y a une violence dans ce qu'il fait. Complètement. Et on verra bien qu'il traite un peu ses enfants comme ça. Déjà, ce plan-là avec le câlin est déjà un peu un plan comme ça. Mais il y a aussi un rêve. D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui rêve à ce moment-là, mais il y a un moment où on peut penser que le fils rêve qu'il est sur le bonsaï. Et du coup, on comprend que il traite un petit peu ses enfants comme ça aussi, et sa famille comme ça. Et d'ailleurs, il traite peut-être en fait les humains comme ça, parce qu'il y aura ce gag que je trouve extraordinaire où il n'ose pas tronçonner le corps qu'il a tué. Qu'est-ce qu'il fait à la place ? Il met ses fils de fer du bonsaï et il en fait une forme qui est à la fois, que je trouve super parce qu'elle est hyper frappante, elle est à la fois possible. Et à la fois, j'avais jamais pensé effectivement que si tu veux que le corps prenne le moins de place possible, c'est comme ça qu'il faut le mettre en fait. On retient pour quand on voudra enterrer des gens. Mais tu vois, il lui fait prendre une forme complètement pas adaptée au corps humain, quoi. Une forme de
poulet ou d'animal Ouais, mort. En ouais, fait, oui, poulet rôti un ouais, peu, c'est ouais, ça, hein. ouais, poulet rôti. Et d'ailleurs, le fait qu'il traite ses enfants comme des animaux, c'est un truc qu'on va retrouver aussi par rapport aux chiens. Tu vois, d'ailleurs, je suis pas coréen, j'ai pas exactement toutes les datas pour être sûr, mais j'ai quand même l'impression qu'il appelle ses chiens du nom de ses enfants, Ouais. genre Siwan et Situ, tu vois. C'est Ok. quand même très étrange, il y a plein de rapports. Mais ça, je pense qu'on déplore un peu plus tard. Mais pour finir là-dessus, j'ai dit au début que le film, il opposait un peu une bourgeoisie, on va dire, un peu délicate, ancrée dans le sensible. Musique analogique, vinyle, piano, bonsaï, machin, jardinage opposé au golf, papier opposé à Instagram, tout ça. En fait, le film, il défait un peu cette opposition-là aussi. Le bonsaï, on l'a dit, c'est aussi un acte de violence sur la nature. Le papier, les personnages n'arrêtent pas d'en parler comme un truc doux, rassurant, machin. Bon, le film, il s'achève quand même sur une image d'arbres qui se font trucider de manière hyper violente par des machines pour faire du papier, quoi. C'est-à-dire que dans le même temps que le film nous montre bien qu'il y a quelque chose de très délicat dans le goût pour le papier, il nous montre aussi comment le papier est un acte de destruction, est un acte d'agression contre la nature, quoi. Ce héros, il a une autre ambiguïté, c'est qu'au fur et à mesure du film, il va devenir un peu la même personne que les gens qui l'ont foutu dans la merde. Il va devenir le recruteur, ceux qui l'ont viré et ceux qui lui font du mal dès le premier entretien d'embauche. Non, j'ai parlé de jeux vidéo au début, il y aurait aussi un truc de fable un peu dans le scénario où c'est le gars qui lutte contre quelqu'un d'autre et puis qui va devenir comme eux. Enfin, c'est un motif de conte et de fable qu'on connaît bien, je pense. Mais tu vois, on voit bien qu'au début, Mansu est dans une sorte de lutte avec, on va dire, les actionnaires, les recruteurs, enfin le système qu'il a viré. D'abord, premier système, celui qu'il a viré, le deuxième, celui qui va devoir l'embaucher. Ouais. Et bon, c'est très bien incarné dans la scène d'entretien dont tu as parlé avec la lumière, avec cette idée que ça va le rendre encore plus inconfortable et que ça va être un peu, il dirige un rayon laser sur lui, quoi. Ouais. Ils vont un petit peu essayer de discerner le truc chez lui, et c'est quoi qu'ils veulent savoir en fait, c'est est-ce que tu vas accepter de te soumettre? C'est Parce ça. que l'enjeu de cet entretien, c'est monsieur était cadre dans une entreprise, maintenant on va lui donner un travail un peu de sous-fifre. Est-ce que tu vas accepter, toi qui étais cadre et dominant, accepteras-tu maintenant d'être dominé? Et d'ailleurs, cet entretien va se finir avec, comme un combat, avec Mansu qui va supplier devant les toilettes, comme un guerrier vaincu, quoi, qui va être vraiment à genoux en train de dire s'il vous plaît, embauchez-moi. Et donc on voit bien qu'apparemment, il y a une sorte de conflit, de combat entre Mansu d'un côté, qui serait peut-être un peu du côté du travail, malgré sa richesse. On le voit au début, il protège les travailleurs, il est voilà. Et contre la froideur cynique de l'organisation capitaliste qui ne pense qu'en termes de chiffres et qui dit no other choice. Mais en même temps, Mansu il fait que reprendre leur vocabulaire. Qu'est-ce qu'il répète pendant tout le film? J'ai pas le choix. Bon, peut-être du coup je n'y peux rien. En tout cas, on voit bien que c'est un peu la même phrase. Il va aussi reprendre le geste de ce qu'on pourrait appeler un peu le SAV du marché du travail, qui est la réunion des chômeurs, là, où on vient les consoler un petit peu de ne pas avoir leur travail. Le moment de la main sur la tempe, il va beaucoup le réutiliser pendant le film. Et surtout, c'est ce que tu disais, je pense, dans ton intervention, le processus de sélection des meurtres sera évidemment un processus de recrutement. Et il va précisément faire ce dont il a été victime, c'est-à-dire hiérarchiser des candidats entre eux. Et moi, j'adore la scène où il compare les CV, parce qu'en fait, ce qu'on voit très bien, c'est que dans son choix de mettre devant lui ou derrière lui, je crois que c'est le vendeur de chaussures où il hésite s'il le met devant lui ou derrière lui, il se joue la vie d'un homme, littéralement, vu qu'il va le tuer s'il le met devant lui. Mais en fait, c'est exactement ce qu'il joue dans la tête des recruteurs. Il joue la vie des gens en bougeant comme ça des papiers, en disant « Ah, ok, il a fait 2 ans en Australie, alors je le fais bouger un peu avant, etc. » Et on va dire se devenir un peu recruteur ou devenir manager du personnage, vu que c'est ça qu'on le voit devenir quand même, ça aboutit à la fin, vu que Mansu va devenir, avec un retournement un peu prodigieux, l'architecte de son propre remplacement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va être le dernier humain vivant dans l'usine, mais tu vois, dans la scène de dialogue avant, il dit tout le temps « Mais il faudra bien un humain pour superviser. » On comprend qu'à un moment, il n'y aura plus d'humain du tout. Oui. Et du coup, il va non seulement devenir comme les recruteurs, mais il va aussi participer à s'éliminer lui-même en tant qu'humain du processus, quoi. En plus de ce parallèle qu'on peut faire donc entre lui et les recruteurs, il y a un jeu d'écho entre les personnages en général, le fait par exemple qu'il se voit dans ses victimes. Oui, c'est sûr, c'est intéressant qu'on ait fait ce film-là après Psychose, parce que on voit bien que Park Chan-wook, il aime beaucoup Hitchcock. D'ailleurs, son meilleur film, je pense, qui était celui d'avant, qui était Decision to Live, c'est vraiment une sorte de variation sur Vertigo. Enfin voilà, et un truc qu'on retrouve beaucoup dans ce film-là et dans les derniers Park Chan-wook, qui est très Hitchcockien, c'est le fait que les personnages, on voit bien que c'est un peu des échos ou des projections du héros. Alors c'est très visible sur ces 2 premières victimes,
Évidemment que la première, c'est un peu la personne qu'il a peur de devenir, que la deuxième aussi. Et puis la troisième, ce sera aussi son cas, parce que même si ce troisième personnage qui va tuer fait du papier de merde et sur Insta, enfin, voilà, n'est pas du tout dans son mode de vie, il y a quand même l'alcoolisme qui les retrouve. Et l'alcool aura un rôle majeur dans cette scène, notamment le fait qu'il boive pour de vrai. Mais ça, peut-être on le garde pour plus tard. Non, je voulais commencer par le premier meurtre. Et bon, ce personnage-là, c'est a priori son opposé en apparence, cette première victime. On voit quelqu'un qui s'est complètement laissé aller, qui a aussi un jardin, mais un jardin pas du tout entretenu, qui traite mal sa femme. On pourrait se dire, c'est un peu ce que Mansu a peur de devenir, quoi. C'est un peu comme si sa dent pourrie avait contaminé tout son corps, bah ça donnerait ce personnage-là. En même temps, on voit bien que ce personnage-là, ils ont beaucoup de points communs. Au-delà de leur amour du papier, ce qui est déjà pas rien, mais on voit bien que ce personnage aussi refuse de prendre un autre boulot, alors que Mansu aurait pu le faire aussi, il aurait pu aller faire un autre boulot que dans le papier. On voit bien que lui aussi a des problèmes avec l'alcool, et surtout, on voit bien que lui aussi a un petit espace à lui, une cave, où il s'isole et se dédie à une passion anachronique qui sera le vinyle. Et d'ailleurs, il répète les phrases. Ouais. Il répète les mêmes phrases que le mec dit à sa femme. Complètement. Il va se jouer un jeu, alors un double jeu, déjà un jeu de parallélisme et de miroir un peu, et c'est aussi, Mansu va rentrer dans sa vie, d'abord incarné par des idées de mise en scène. Par exemple, quand il met son annonce dans le journal, il va littéralement parler dans le journal, c'est-à-dire il va apparaître dans le salon de ce personnage-là. Il va ensuite assister à une scène de ménage entre ce personnage-là et sa femme, avec notamment, on va même assister à une sorte de scène de flashback, ce qui est assez surprenant parce qu'on n'a pas de scène de flashback sur le mari et la femme, les héros du film. On a une scène de flashback pour ce personnage-là, comme si il avait accès à leur intimité la plus totale, c'est-à-dire à leurs souvenirs de leur passé. Scène qui a évidemment eu dans un théâtre d'ailleurs, mais bon, ça c'est une parenthèse, vu que tout le film déroule quand même beaucoup sur ce motif-là. Et le moment où on va vraiment voir qu'ils sont un peu jumeaux, c'est que la femme va dire... tu m'avais dit que j'étais douce que mes lèvres étaient douces comme du papier Akimoto, je crois, et en même temps ils répondent non, Okimoto. On voit bien qu'ils ont le même réflexe, ils sont un peu dans le même monde. Et ensuite, ça va aller encore plus loin, vu qu'il va carrément entrer chez ce gars et apprendre un secret sur lui que ce gars ignore. Donc il va vraiment rentrer dans les profondeurs les plus deep de sa vie, quoi. Et là va commencer à se développer une relation, bon j'ai dit beaucoup le mot ambigu, mais parce que je crois que c'est un truc, vraiment le film ne fonctionne que avec ce concept-là, c'est que il veut tuer ce personnage-là, et dans le même temps, il va vouloir le protéger d'apprendre qu'il est cocu, tu vois. C'est-à-dire Mansu observe ce personnage-là pour le tuer, et en l'observant, il va chercher à le protéger du fait d'apprendre qu'il est cocu. Ce qui est quand même une idée, pour le coup, ambiguë, vraiment intéressante, je trouve. Et ça va aussi créer un jeu de contamination un peu entre lui et cet homme, tu vois. On va voir le gars qui mange du poulet très gras en appelant la bouche. Scène d'après, Mansu mange du poulet gras en appelant la bouche aussi. On peut aussi penser que si Mansu commence à être jaloux de sa femme, c'est parce qu'il a bien vu que lui se faisait tromper par sa femme, etc., etc. Et d'ailleurs... Avec un homme plus jeune, tout ça, c'est le même schéma. Voilà, quoi. c'est le même schéma. Mais non, et surtout, ça va encore plus loin que ça. C'est que Mansu, d'une certaine manière, il va un peu devenir l'amant de sa femme. On a quand même cette scène très bizarre dans les bois où elle lui fait quand même un suçon. Alors certes, c'est pour lui enlever le venin. Ça dure quand même très longtemps, c'est quand même très bizarre. Et on voit bien que les deux, à un moment, ils se regardent en mode... Ok, that escalated a bit quickly, tu vois, c'est allé un peu vite quand même. Et évidemment, la scène de meurtre dans laquelle l'homme croit que Mansu est l'amant de sa femme, et où le moment où il y a un moment, il va péter un câble. Le premier moment de pétage de câble de cet homme, c'est quand il va croire que elle révèle plein de choses à son amant. C'est-à-dire que, bon, il sait que sa femme a un amant. Par contre, il est en mode ouah non, par contre, tu lui as dit nos galères intimes, machin, donc ça c'est chaud. Et le deuxième moment, c'est ils vont se battre, la femme de ce gars-là et Mansu vont se battre à un moment. Et à un moment, son t-shirt va ripper et ils sont dans une posture un peu sexuelle. Et là, il va péter un câble. Ce qui fait que du coup, physiquement, il a été l'amant de sa femme, d'une certaine manière. Tu vois, on est dans cette sorte de zone un peu vertigineuse. Cette scène, justement, là, alors, donc, où il y a tout qui se mélange, puisque du coup, lui, il croit que c'est l'amant de sa femme, alors que c'est pas vrai. Elle sait plus qui tuer, parce qu'elle elle veut tuer les deux. Je crois que t'avais dit, elle sait pas qui tuer, aussi, qui tuer dans le sens tuer aussi. Ouais. Elle ne sait pas qui est ce gars. Oui. C'est le gars à qui j'ai fait un suçon dans la forêt, quoi. Tout à fait. C'est ça. Donc, ce qui fait que c'est une scène complètement absurde et burlesque, très drôle, où beaucoup de choses se jouent. Comment tu l'as ressenti, cette scène, toi ? Bah moi je l'ai esquissé déjà un tout petit peu au début. Pour moi c'est le sommet du film qui pourtant n'est pas avare en grand moment je trouve. Mais là bon moi je trouve cette scène incroyable et je vois tout ce que j'aime chez Park Chan-wook quoi. D'abord construire sa scène sur une idée purement audiovisuelle. Ok, musique trop forte. Et il y a plein de scènes construites sur cette idée-là un petit peu tu vois. La scène de l'embauche, la lumière. Dans le moment dans le magasin de chaussures, on aura la sonnette répétitive qui sonne parce que la porte est entrouverte et c'est ça qui va rythmer la scène. On aura dans le deuxième meurtre cette idée super des vagues
qui tombe en même temps, et du coup une vague va l'empêcher de tirer. On aura aussi dans la scène de l'interrogatoire une idée toute simple mais qui donne une dimension tout de suite beaucoup plus grande à la scène. C'est il y a le héros qui est face au policier et en arrière-plan il y a sa femme qui regarde et elle est dans le même plan. Donc il y a toujours des idées purement audiovisuelles qui vont toujours approfondir la scène, la rendre plus drôle, plus tragique, qui vont toujours lui donner une dimension supplémentaire. Là, cette idée, c'est la musique. Bon, idée super, on est dans une sorte de vertige du vrai et du faux, des gens qui savent pas qui ils sont, ils peuvent même pas s'expliquer qui ils sont parce qu'ils peuvent pas parler. L'autre chose que j'aime beaucoup chez Park et qu'on retrouve là, c'est le mélange des registres. C'est quand même une scène de meurtre tragique, ce gars va tuer un innocent dans lequel il se reconnaît un petit peu, c'est-à-dire il va quand même tuer quelqu'un envers qui il a une forme de compassion. C'est en même temps une scène de vaudeville, quoi. C'est vraiment le truc de l'amant, le mari, l'amant, la femme, on est vraiment dans des motifs hyper basiques de la comédie vaudeville, machin. En même temps, il y a du burlesque. Évidemment, vu qu'ils peuvent pas parler, ils peuvent pas s'entendre, ils crient et ils font des grands gestes. Ils font des gestes donc qui va leur donner un côté très théâtral et burlesque. Et la deuxième partie repose sur du comique physique. Ils se battent, mais à un moment c'est un peu sexuel. Ça fait péter un câble au mari qui s'était fait tirer une balle dans l'épaule, mais ça le réveille d'un coup. Il va aller chercher le flingue. Il y a plein d'idées de gags un peu visuels. D'ailleurs, le film est plein de gags visuels que je trouve super. Genre, tu vois, le moment où il veut tuer. La première fois, il est sur un toit, il veut tuer le gars qui va s'avérer ta troisième victime, il prend le pot de fleurs, l'eau qui lui tombe dessus. On aura les gants de cuisine empilés les uns sur les autres, tu vois, vu que on est quand même face à un amateur, on est vraiment sur le tueur le plus amateur de l'histoire, il a pas de silencieux, du coup il met la musique très forte et il s'est mis en plus des gants de cuisine les uns sur les autres, dont en fait il aura même pas besoin parce qu'il a mis la musique trop forte, donc il les enlève. Pareil, au troisième meurtre, on est dans la voiture de la future victime et il voit un panneau bête sauvage. Plan d'après, on a Mansu qui débarque comme une bête sauvage depuis le côté de la route. Il y a plein de, je trouve, d'idées qui, là, pour le coup, pourraient rappeler Parasite ou pourraient rappeler en tout cas ce que fait Bong Joon-ho, quoi. Le fait d'avoir plein d'idées burlesques comme ça, de gags. Mais aussi, et c'est là où ça serait plus spécifique à Park Chan-wook, c'est le brouillage des pistes entre le vrai et le faux, qui, pour moi, là, si je devais faire une référence, mais je le fais pas par pédantisme, parce que vraiment, c'est un truc que je me suis dit en le voyant, c'est y a un truc de Marivaux un peu dedans. Les pièces de Marivaux, c'est quoi ? C'est des pièces dans lesquelles tout le monde joue un rôle, personne n'est ce que l'autre croit qu'il est, et c'est grâce à ça que du vrai va se dire. Et du coup, l'idée est que c'est dans l'artifice que vont se fabriquer des émotions réelles. Et c'est ce qui se passe dans cette scène, personne n'est ce que croit ce que l'autre est, tous se trompent, et c'est grâce à ça que va émerger des paroles vraies. Par exemple, ce couple va se dire des choses dans cette scène qu'on comprend qu'ils se sont jamais dites. Ça va permettre aussi à Mansu de dire des vérités qu'il n'avait pas dites jusque-là. Par exemple, quand il va dire « Pourquoi tu vas pas juste bosser dans un café ?» Évidemment que c'est à lui-même qui se pose la question. Voilà. Et donc il va beaucoup jouer dans sa relation avec sa femme. En fait, bizarrement, en jouant un autre personnage, il va réussir à dire des trucs sur sa relation avec sa femme. De l'artifice va sortir du vrai. Et qu'on va retrouver, je pense, à d'autres moments aussi dans le film. Bon, ce premier meurtre, déjà, c'est pas lui qui le fait. C'est, du coup, au final, c'est la femme qui tue son mari. Avec micro-parenthèse quand même, pareil, super idée. Elle lui tire dessus, mais c'est un peu pour de faux. Elle lui tire dessus, elle fait « Ah non, mais tu peux pas être mort, j'ai tiré que 2 balles. » En fait, on comprend que pour elle, il y avait vu qu'en fait tout est théâtral, elle a un côté « je te tire dessus », mais ça fait partie du jeu, un petit peu de cette scène de fou qui se passe, où un mec à qui j'ai fait un suçon dans la forêt débarque, machin, tu vois, un truc de fou, et elle lui tire dessus pour se venger un petit peu du fait que ce mec fout la merde et la maltraite depuis un moment, et en fait, pour elle, c'est un peu du jeu, et en fait, il est vraiment mort. Ouais, ça va donner sûrement une inspiration à notre héros, puisqu'il va décider à partir de là, enfin, il a décidé à partir de là de mettre en scène ses meurtres différemment, ou en tout cas d'utiliser des stratégies plus complexes. Et donc dans le deuxième meurtre, il va se faire passer pour quelqu'un d'autre et attendre sa victime au bord de la route. Dans le troisième, ça c'est vraiment une super idée, il va bourrer à mort le type et l'obliger à se vomir dessus. D'ailleurs, on y reviendra, mais je crois pas qu'il ait prévu ça à la base. Ah ouais. Parce qu'à un moment, il le vise avec son pistolet dans la cuisine. Je crois que ça lui vient du fait qu'il ait bu. Absolument. Mais on va en reparler. Je crois que l'alcool lui fait... Dans l'immoralité géniale de ce film, l'alcool lui donne des super idées. Il pense quand même il veut le rendre ivre quand même. Ça oui, ça par contre, complètement. La bouteille, je suis complètement d'accord qu'il a une vraie stratégie beaucoup plus développée que pour la première. Je précisais juste ce truc-là, que l'idée de génie qui sera de dire je vais l'étouffer avec son vomi, ça je crois que ça lui arrive plus tard. Mais non, mais t'as dit... On voit dans ce film qu'il y a une grande diversité des scènes de meurtre, elles sont très différentes, et on voit, c'est pour ça que ce film moi me donne beaucoup de plaisir, c'est que je vois qu'il s'est vraiment amusé à chaque fois à les inventer, quoi, à croquer des personnages qui va avoir l'idée que vu qu'on va les observer un peu d'abord, on va tout de suite les incarner, tu vois. Par exemple, le vendeur de chaussures,
tu le vois vendre sa première chaussure, ou plutôt ne pas réussir à vendre sa première chaussure, c'est bon quoi. Le gars, j'ai déjà capté qu'il a rien à faire là, qu'il est là pour faire ce métier-là, mais qu'en vrai, c'est un mec un peu délicat qui va toucher du papier, mais qui n'a rien à faire dans un travail de contact direct de vendeur. On oublie aussi l'histoire des commissions sur les ventes pour nous rappeler un peu la dureté du. Ouais. Et le regard qu'il jette quand il ressort avec sa boîte de chaussures et qui fait l'autre client est parti, son désespoir. Enfin voilà, bon, je trouve il a un plaisir fou à croquer des personnages très vite et de manière très efficace, à les placer dans des espaces différents. Tu vois, le premier c'est un peu dans la forêt, d'abord l'observation, ensuite dans la maison avec l'idée de la musique. Le deuxième c'est près de la mer avec l'idée des vagues. Le troisième c'est près d'un feu avec l'idée de l'alcool. Voilà, on voit qu'il y a une sorte de grande joie de fabriquer des scènes toujours assez différentes. Même s'ils sont différents, on retrouve un peu toujours cette dialectique du vrai et du faux, où on voit bien que, par exemple, on a dit que dans le premier meurtre, Mansou disait des choses sur sa relation conjugale qu'il n'exprimait pas dans sa vie réelle. Dans la deuxième, il nous confie les rapports avec sa fille. Il dit à ce personnage-là, parce qu'il est sous une fausse identité, il peut lui dire ma fille, en gros, elle parle jamais, elle ne fait que répéter de manière un peu aléatoire des phrases. Ouais. On va en reparler, parce que c'est quand même un peu fou comme idée de personnage, un personnage qui fait ça. Ouais. Mais non, et elle dit, et au moins elle s'exprime avec le violoncelle, mais jamais devant nous. Ouais. Et ce truc-là, qui doit être un truc qui doit quand même peser à un père, je pense, ou à des parents en général, c'est quand même un truc assez lourd, tu vois, sa fille qui ne s'exprime pas d'une certaine manière. Et ben, il ne peut pas en parler parce que c'est un mec qui est bien droit, qui dans sa vie réelle ne se plaint pas, machin. Et donc, il va pouvoir à ce moment-là, dans son droit du faux, de l'artifice, il va pouvoir le dire pour de vrai. Et on voit ça aussi dans le troisième meurtre. T'as dit, il va lui bourrer la gueule. Et c'est aussi, il va faire semblant d'être amateur de whisky pour se faire bien voir de sa victime. Ce qu'il fait dès le début, vu qu'en fait c'est un truc qu'il a lancé dès le début, vu qu'au début, il va boire un verre de jus de pomme dans le bar à whisky. Mais il le boit dans un verre de whisky avec des glaçons et sa femme croit que c'est un verre de whisky. Il est déjà dans cette sorte de performative alcoolique depuis le début, tu vois. Et là, truc, encore une fois, le vertige qui se soulève, à un moment, il est obligé de boire de l'alcool pour de vrai. Parce que le mec lui donne le verre, il peut pas le recracher et lui dit « bois devant moi ». Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il doit boire pour de vrai, c'est-à-dire il doit incarner plus réellement ce rôle faux qu'il joue, qui est un rôle d'alcoolique, qui n'est pas le sien. Ouais. Sauf qu'en fait, il est alcoolique, ce personnage. Et en fait, en lui demandant de jouer plus profondément son rôle factice d'ami alcoolique, en fait, il renoue aussi avec une part de lui-même, qui est son alcoolisme, dont on a bien compris que c'est un gros enjeu de sa vie. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait pour se pousser à le faire, tu vois ? Il va faire 2 gestes absolument artificiels, il va regarder le verre, il va répéter « no other choice », il va répéter, je ne sais pas comment dire en coréen, mais il n'y a pas le choix, et il va se taper le front avec les doigts, comme dans sa réunion de chômeurs, c'est-à-dire une sorte, encore, ces gestes complètement artificiels, mais qu'il a l'air d'avoir complètement incorporés, qui ressortent. Et idée géniale, je trouve, c'est que le fait de boire, l'alcool, va le faire régler le problème qui l'accompagne depuis le début, qui est en fait son problème physique fondamental, qui est sa dent. Depuis le début, ce gars, on voit qu'il se touche la joue, qu'il est gêné par sa dent et qu'il veut pas aller s'en occuper, comme si c'était un problème secondaire, quoi. Puis il faut peut-être payer pour le dentiste, il a pas l'argent. Enfin, en tout cas, on voit que ça, il laisse ça derrière lui, et l'alcool le réveille à la vérité du corps. Tu vois, la vérité de « Ok, en fait, mon corps, j'ai besoin de m'en occuper et je vais faire ce geste fou de m'arracher une dent et de la laisser après sur la table. » Comme si, en jouant avec son rôle factice à fond, c'est-à-dire en allant encore plus loin dans le rôle, il renouait aussi avec une part de vérité de lui-même. C'était un truc qu'on voyait beaucoup dans Mademoiselle, où je vais pas m'attarder dessus, mais il y avait une scène hyper belle où on a 2 femmes qui se manipulent l'une l'autre, qui sont dans un jeu de rôle où elles se font chacune croire à l'autre qu'elles sont une autre identité. Et elles vont coucher ensemble, mais en faisant croire l'une à l'autre qu'elles ne sont pas ce qu'elles sont, et elles vont tomber amoureuses comme ça. C'est-à-dire, en fait, en étant dans le faux intégral, elles vont tomber amoureuses pour de vrai. Et je finirai avec ça, sur cette idée de l'alcool et du faux et du vrai, c'est qu'il y a cette idée, voilà, cyniquement super, que l'alcool va le mettre dans la zone un peu, va en faire un meurtrier de bien meilleur niveau qu'il ne l'était. C'est-à-dire que je pense qu'un mauvais cinéaste ou un cinéaste un peu banal, qu'est-ce qu'il se serait dit, l'alcool, ça va être un super moyen pour qu'il fasse des gaffes. Park Chan-wook qui fait l'inverse. Il se dit, l'alcool, ça va le rendre un bien meilleur meurtrier. Le fait de boire va faire qu'il va avoir cette idée du vomi, etc. Ça le désinhibe, donc ça, peut-être que ça libère en fait le côté mal qu'il a en lui. Encore plus, donc ça le rend encore meilleur meurtrier. Je sais qu'il y a un fondu enchaîné, à un moment, ils partent faire un feu de camp. Et il y a un fondu enchaîné avec le feu de camp qui démarre et la maison
la maison du héros, qui est donc superposée au feu, donc il brûle, donc comme si à partir de là il détruisait vraiment son foyer puisqu'il se laissait complètement aller et à l'alcool et à la violence et au meurtre sans aucune inhibition. Oui, bah c'est sûr. On pourrait croire que l'événement tragique qui lui arrive d'être viré en faisait un psychopathe. Cette scène, pour moi, nous envoie quand même dans l'idée que ça le fait renouer avec des choses du passé, mais qui sont partie de lui, qui sont son alcoolisme. Et ben justement, revenons-en à la famille alors. Voilà, puisqu'on en parle. Cette famille, elle est assez étrange. Au début, donc, elle s'affiche comme parfaite. Au final, on se rend compte qu'elle est un poil dysfonctionnelle. Un poil. Il y a Juste un poil. quelques soucis, notamment cette gamine qui veut pas jouer du violoncelle devant personne, qui parle pas. Ce fils, donc, qui n'est pas le fils du héros, qui est le fils de la mère, et qui va voler un magasin. Qui va donc devoir tomber dans le crime pour aider ses parents, qui a été frappé par son père avant. Enfin bon, il y a plein de petits détails qui nous font comprendre que cette famille, ça va pas trop. Même moi, je trouvais que la place de la femme aussi, cette femme, elle est vraiment... elle fait ce qu'on attend d'elle. À fond, soit elle ne travaille pas et elle joue au tennis, parce qu'après tout, c'est une femme de riche, et donc c'est son rôle. En tout cas, à chaque fois, elle obéit à son mari et elle l'aide. Bah, pour moi, les deux sont des personnages super, mais ils sont chacun une sorte de performance de la mère et du père, quoi. Le père protecteur qui va pousser sa performance de père jusqu'à tuer des innocents, et la mère qui va pousser sa performance de mère protectrice à sa manière aussi, jusqu'à couvrir les meurtres du mari, offrir plus ou moins son corps à quelqu'un pour protéger son fils. Enfin, les deux sont une sorte de performance de leur rôle de papa et maman, qui vont très très loin, ouais. On sent que ce héros, il veut défendre son équilibre familial, en même temps il le met en péril. Enfin, c'est assez particulier. En effet, comme tu disais tout à l'heure, c'est encore ambigu, cette famille. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que ça apporte au récit même ? Ce qui m'a marqué, c'est que j'avais commencé par me dire que c'était intéressant parce que les personnages de victimes du coup du héros étaient un peu des échos avec lui. Et en fait, après, je me suis dit que c'était pas que. En fait, c'était beaucoup de personnages du film qui étaient comme ça. Par exemple, le père et le fils vont devenir délinquants en même temps. Oui. Tu vois, quand le père va commencer à tuer des gens, le fils va commencer à voler des trucs. Et ces résonances, elles sont pas que scénaristiques, elles sont surtout, comme tu as dit, des idées de montage. Tu as parlé du feu qui brûlait la maison. J'ai dit, moi, qu'il aimait beaucoup les raccords inattendus, les surimpressions, etc. Et il faudrait préciser, il faudrait aller un peu plus loin, que c'est souvent des raccords ou des surimpressions qui vont mêler différents espaces et différents personnages entre eux. Par exemple, on a un plan où Mansu creuse pour enterrer un cadavre, et on va avoir un fondu, une surimpression sur le visage de sa femme qui dort, comme s'il creusait le cerveau de sa femme, tu vois. On va même aussi parfois entretenir un trouble sur est-ce que les personnages sont ensemble ou pas, en faisant des montages alternés entre des scènes. Par exemple, tu as une scène où le fils se fait poursuivre par les flics, et donc on a un plan comme ça depuis le pare-brise de la voiture de flic où on voit les vélos, puis on va avoir un contre-champ, et en fait c'est Mansu dans sa voiture. Tu vois, comme si c'était lui qui poursuivait ses enfants. Et ça va culminer dans une scène qui est le moment où Mansu et sa femme creusent chacun séparément un trou. Mansu pour sa troisième victime qu'il a enterrée vivante, là, tu sais, où il a juste la tête qui dépasse, et elle qui déterre et qui va tomber sur le cadavre. Et il y a un raccord frappant où la femme va éclairer avec sa lampe de poche le trou qu'elle vient de creuser. Contre-champ, c'est la troisième victime, mais qui est du coup à plusieurs kilomètres, qui est face à son mari. Oui. Comme si, en fait, les deux, à ce moment-là, elle en découvrant le meurtre et lui en l'accomplissant, bah, ils sont effectivement en train de creuser le même trou, qui est leur trou commun, quoi. Ils rentrent dans l'affaire ensemble et donc ils font bien le même geste. Mais cette scène, qui est déjà une double scène, on a d'un côté le déterrage du corps, de l'autre l'enterrage de l'autre corps, c'est en parallèle avec le rêve du fils, qui rêve de son père qui le voit sur le bonsaï. Et d'ailleurs, plusieurs plans de la mère qui creuse dans le sol sont vus depuis le toit, qui est l'endroit où on a vu que le fils allait fumer, comme si c'était le fils qui était en train de regarder sa mère déterrer le truc. Alors qu'il est en train de rêver en même temps. C'est un truc un peu fou, mais on voit bien que, du coup, on voit la famille, non pas comme une addition d'individus, mais comme une sorte d'unité organique, quoi. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est relié par le montage, quoi. Ça nous est pas dit par le scénario, ça nous est pas dit par des dialogues, c'est vraiment le montage qui fabrique ce réseau un peu tentaculaire entre les personnages. D'ailleurs, il y a une idée assez belle, c'est que c'est le fils qui est lié beaucoup au père, la fille est un peu de côté. Mais pourtant, le fils, on apprend que c'est pas son fils biologique. C'est aussi une idée assez belle, je trouve, le fait que le lien le plus fort entre père et enfant soit avec l'enfant qui n'est pas son fils biologique. Et d'ailleurs, on verra bien cette idée de jumelage ou de paternité, littéralement, entre les deux, dans la scène où ils discutent sur les escaliers, là. Ils sont filmés dans le même plan, tous les deux, et on voit aussi leurs ombres qui interagissent ensemble, et quand on voit leurs ombres ensemble, c'est un peu comme si ça formait qu'un seul corps, tu vois. Et on voit bien qu'il y a un peu cette idée-là, que ces trois membres de la famille-là, ils forment un peu une sorte de créature unie, quoi. Oui. D'ailleurs,
En fait, au final, il l'entraîne un peu dans le crime en lui disant de mentir. Puis il lui refile des clopes. Enfin, il lui dit c'est bien, mon fils, sois comme moi un peu, quoi. Ouais, de fou. D'ailleurs, quand effectivement, les clopes, très beau geste aussi, je trouve. Il se check à la fin vraiment pour dire on est ensemble, c'est bon. D'ailleurs, il est vraiment le père irresponsable parce que le fils lui dit j'ai arrêté de fumer. Ouais. Et il lui donne quand même. C'est bon. Voilà, vas-y, va fumer, ça va. Toi aussi, fais de la merde. Rentre dans mon monde où on fait des péchés tout le temps. On dirait qu'il se déculpabilise même lui-même. Non, et puis aussi ce petit gag super où le père voit les flics arriver chez lui et il pense que c'est pour lui. En fait, c'est pour le fils, mais parce que les deux ont fait un crime la même nuit. Il se rattrape en leur disant que. Il dit c'est ma faute. Et après il dit c'est parce que j'étais un mauvais père. Oui, c'est ce petit. Et on retrouve le je refuse. Ouais. N'est pas quelque chose que je dis, Oui. ce genre de vanne qu'il va utiliser souvent. Je crois qu'il en aura une autre devant les flics, j'ai oublié, mais je crois qu'il en a une autre, un moment de phrase comme ça. Ça, c'est cynique, quoi, qu'ils disent j'ai été un mauvais père à ce moment-là. Oui. Juste pour se couvrir. Ouais. On a dit qu'on était sur un film qui n'essayait pas de nous créer de l'empathie vis-à-vis de son héros. On peut dire que ce genre de scène, c'est jusqu'au bout. On est vraiment sur un père indigne. Moi, je n'ai pas de jugement sur ce personnage parce que moi, ça m'intéresse pas de dire est-ce qu'il est bon ou il est mauvais des personnages de film, mais je vois bien qu'on n'a pas essayé de me le rendre sympathique. Ce qui, paradoxalement, me rend le film très sympathique. On peut parler de cette troisième élément principal de cette famille. Quatrième élément de cette famille, c'est cette petite fille donc qui est quasi muette puisqu'elle ne fait que répéter les phrases qu'elle entend, notamment celles de sa mère, qui joue du violoncelle mais jamais devant ses parents, dont on sait dès le début qu'elle c'est un génie, c'est un virtuose, mais on apprend à la fin du film qu'en plus d'être un génie, elle est dans un autre espace-temps, quoi, puisqu'elle crée ses propres partitions avec des petits points de couleur. Et elle est très très forte et elle écoute en permanence de la musique classique pour pouvoir s'en inspirer. D'ailleurs, à un moment, il y a les flics qui passent devant elle et qui disent mais quel genre d'enfant écoute ce genre de musique. Donc ce personnage, il est particulier. Il y a eu des choix scénaristiques et assez forts pour lui. On avait dit que justement c'était un film qui travaillait à contaminer tous les personnages entre eux. Elle, c'est vraiment la puissance de dissonance, quoi. Elle est à côté, elle n'a pas de stratégie de survie. Là où le fils, quand même, était aussi dans une sorte de rôle de performance, quoi. Je vais être le bonhomme qui va protéger la famille, tu vois. On voit que la fille n'est pas du tout comme ça. Je sais pas est-ce qu'il est dans ce rôle-là parce que le père lui dit de le faire, non, un peu. J'ai l'impression qu'au début du film, il est très isolé aussi. Il est sur sa tablette, il est un peu timide. On sent que il a une timidité. Puis son père fait que lui répéter, tu dois maintenant protéger la famille. Non, peut-être aussi, mais ce que je voulais plus dire par rapport à lui, c'est que, pour le dire avec des mots un peu bêtes, mais il est intégré au monde humain, ce fils. D'ailleurs, il vole avec un de ses copains, il se fait des copains, il discute avec des gens, et il vole des trucs pour un peu les mêmes raisons que le père tue. Enfin voilà, il est intégré à la société, aussi dysfonctionnelle qu'elle puisse se montrer dans le film. Elle, on voit qu'elle est complètement dans un autre monde. Elle a quelque chose d'un peu extra-humain. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes dans lesquelles, tu vois, elle se coupe du monde. Il y a un moment où elle est, je crois qu'elle est devant la télé, elle se bouche les oreilles, tu vois. Il y aura une autre scène où elle aura son casque, elle aura souvent des trucs qui vont l'isoler. Elle a un rapport singulier au langage, c'est cette histoire de je n'invente pas de phrases, je ne fabrique pas de phrases, je les répète, avec comme du coup un moyen d'expression qui lui paraît plus propre, qui serait la musique, mais qui ne sera du coup pas une musique qu'elle va montrer aux autres. Et en fait, je me suis dit, ce personnage a quelque chose de purement sensoriel, quoi. Déjà, pas le langage, mais la musique. Et si tu vois les moments où il y a du contact entre elle et le père, là où le père parle au fils, ils ont justement des vraies discussions, on va dire un petit peu d'homme à homme, de papa à garçon. Le contact du père avec la fille est toujours strictement physique. Au début, on voit qu'il lui donne à manger, un peu comme un bébé, tu vois, il la nourrit alors qu'elle est plus si jeune que ça, mais il la nourrit un peu comme un bébé. Plus tard, il va lui limer les ongles, à un moment, il va la pousser sur la balançoire, mais tu vois, ce sera que du geste un peu physique. Et en fait, je me suis dit, ce personnage-là, elle a un peu quelque chose de primitif, voire d'un peu animal, tu vois. Animal, je l'entends avec beaucoup de noblesse, pas du tout en mode comme un truc dégradant, au contraire, mais je l'entends, tu vois. Elle est beaucoup associée au chien, d'ailleurs. Elle va passer beaucoup de temps dans la niche du chien. Comme si, en fait, c'était vraiment les chiens avec qui elle se sentait proche. D'ailleurs, quand elle va jouer à la fin, elle joue pas devant ses parents. Les parents sont de l'autre côté de la porte. Enfin, la mère est de l'autre côté de la porte. Elle joue devant les chiens. D'ailleurs, c'est peut-être, si je fais un petit micro-hypothèse lancée comme ça, faudrait revoir le film pour voir ce que ça vaut, mais peut-être que c'est le seul point qui la relie à son père. Qu'est-ce qu'on a dit quand même de son père pendant un moment, c'est qu'il se fait traiter de chien, et quand même ce qu'on voit, à un moment quand le père un peu pète un câble, il va sentir la culotte, il est vraiment un truc complètement chien, quoi. Je vais sentir pour voir s'il y a l'odeur, et je vais pouvoir savoir si t'as baisé, genre en sentant ta culotte, tu vois. Ce qui est peut-être le seul petit truc qu'on pourrait retrouver un truc avec sa fille, quoi. Lui aussi à un moment, il y a une sorte de shoot de primitivisme un peu animal, mais sinon la fille, du coup, elle aurait ce truc extra-humain, animal, alien, d'une certaine manière. Elle a aussi un truc de spectre. Je pense que vraiment le plan de la petite fille sur la balançoire, qui revient un peu hanter le film, c'est vraiment un plan de film d'horreur, quoi. D'ailleurs,
On a dit qu'elle répétait des phrases un peu au hasard. En fait, elle répète souvent les pires phrases. Genre, la phrase qu'elle répète sur la balançoire, c'est dans ces circonstances, on va pas pouvoir avoir plus de bouche à nourrir. C'est-à-dire, c'est quand même une phrase vraiment lourde, tu vois. Et c'est quand même une idée de film d'horreur, ça. T'as un personnage qui est sur la balançoire qui dit rien, et dès qu'elle dit un truc, c'est un truc terrifiant, quoi. Et ça pourrait participer un petit peu dans un autre écho d'Hitchcock, je trouve, sur le film. C'est que c'est un film qui apparemment n'est pas du tout fantastique, aucun autre choix. Un film complètement basé dans un réel social, sans surnaturel. Mais en fait, il y a quand même quelque chose d'un petit peu surnaturel dans ce film, par des idées purement filmiques, quoi. Et cette petite fille me paraît l'exemple même de ça. C'est une petite fille normale au sens, ce n'est pas une extraterrestre, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un ange, c'est une petite fille humaine. Et pourtant, on voit bien que la mise en scène fait d'elle une sorte de créature un petit peu paranormale, quoi. Une sorte de fantôme ou de spectre ou d'animal ou de quelque chose d'autre que les autres personnages du film. Bon, pour en arriver également, maintenant là, il faut y arriver. Hein. Pour arriver à la fin du film, cette fin qui est assez extraordinaire, puisque bon, c'est une victoire du personnage principal, c'est une victoire qui n'est pas morale. C'est une victoire qui est burlesque, puisqu'en fait les policiers se trompent de piste parce que y a un quiproquo avec la femme de la première victime. Enfin, il y a une histoire en tout cas plus ancienne qui fait que ça dédouane le héros. C'est une victoire cynique, puisque en effet il élimine tous les humains pour se retrouver seul au milieu des machines. Dans le froid et la tristesse, il se fait genre, vraiment au milieu du bruit des machines, alors que sa fille joue pour la première fois du violoncelle à la maison, devant la mère notamment. Ouais. Non mais oui, bah t'as dit le mot immoral, hein, faut quand même le dire, c'est un film qui est en apparence complètement immoral. Alors déjà on a dit, il essaie pas de sauver son personnage, de lui trouver des justifications, il n'essaie pas non plus de le rédimer, tu vois, il y a aucun moment où ce gars va avoir un mode oh, c'est quand même pas bien ce que je fais, je me rends compte de mes actes, et il va pas le punir non plus, quoi. On est prêt à accepter les personnages immoraux du moment qu'à un moment ils vont subir les conséquences de leurs actes. Au contraire, à la fin, tout s'arrange parfaitement pour lui. Et quand t'as reparlé des policiers et puis de ces histoires, c'est même un peu provocateur. Tu vois, c'est même un peu cette femme-là, tu vois, de la première victime. Bon, elle aurait très bien pu tout balancer. Elle aurait pu dire que c'était Mansou qui avait tué et ça serait passé tout seul. Elle dit rien. Elle aurait au moins pu dire qu'il était là. Elle dit rien. Comme t'as dit, t'as une sorte de petite magie de Deus Ex Machina qui vient tout sauver, qui est que, en fait, il y a une histoire d'avant qui fait que blablabla. Il y a aussi d'autres choses, hein, dans le film, on se dit que ça va le condamner, par exemple, cette petite fille qui balance des dingueries comme ça, elle va forcément balancer une dinguerie pendant qu'il y aura les flics. Bah non, ce sera pas du tout utile narrativement, ce truc-là, ce sera un élément dont j'ai dit qu'il me paraissait très intéressant, l'idée de ce personnage qui balance des phrases un peu comme ça, sans prévenir, mais que par contre ce n'est pas du tout utilisé narrativement pour le condamner. Les scènes d'interrogatoire avec les flics, il est quand même pas très bon Mansou, hein. Il fait pas très innocent, tu vois. Il est très mauvais, ouais. Il est très mauvais, ça devrait l'emmener au trou, il va être sauvé, voilà, il est sauvé tout le temps. Et c'est même pire, on l'a dit, c'est pas uniquement qu'il sera pas attrapé, c'est qu'il va devenir un meilleur tueur, quoi. Ouais. On commence avec l'assassinat dans la fausse, enfin l'assassinat, c'est pas lui qui va tuer, mais en tout cas le n'importe quoi de la première séquence de meurtre, avec le gag génial des gants de cuisine, enfin c'est qui se tue qui a des gants de cuisine. La deuxième, il oublie quand même la douille sur son lieu de meurtre. Je pense que n'importe qui sait que si tu tires avec un pistolet pour tuer quelqu'un, tu ne laisses pas la douille sur le lieu du crime. Et il arrive finalement au meurtre parfait avec un bel écho, tu vois, là où il avait oublié la douille dans le deuxième meurtre, il va penser à récupérer sa dent dans le troisième qui était sur la table. Et donc on dit souvent, parfois un peu bêtement, mais en tout cas on dit souvent que les héros de films ils ont un objectif et qu'ils doivent accomplir leur objectif. Et ben Mansou il a accompli son objectif qui était d'ailleurs assez paradoxal, on pourrait dire littéralement réactionnaire, tu vois, que son objectif c'était pas d'aller vers un point A et un point B, ça c'est l'objectif normal, genre Luke Skywalker veut sauver la galaxie, donc il est à son point A et le but c'est le point B, sauver la galaxie. Il veut revenir au point A. Il veut revenir au point A. C'est quand même assez intéressant comme manière de concevoir l'objectif. Et à la fin, de fait, il revient bosser là où il bossait avant, sa femme peut quitter son emploi alimentaire et refaire du tennis, et surtout, c'est pas juste il est revenu là où on était avant, tu l'as dit, sa fille a débloqué un truc, apparemment. Il y a une sorte de résolution, quoi. Et d'ailleurs, 2 minutes avant la fin, quand même, ultime doigt d'honneur, Mansou a ce geste-là où il fait « yes !» Comme ça, tu sais, il exulte dans l'usine, tu vois, il a vraiment gagné. Évidemment, on voit bien aussi que c'est pas si simple, et que moi, ce geste de triomphe que j'ai trouvé hyper drôle, est aussi un geste pathétique. Tu vois, ce gars tout seul dans l'usine, il n'y a plus personne. Pourquoi c'est pathétique ? Bah, déjà, toute cette scène, elle est dans une ambiance morbide quand même, notamment parce que ce que joue la fille au violoncelle,
c'est pas une suite de bacs, c'est pas un truc sympa à sauter, on est quand même sur un truc bien morbide, bien tortueux, bien angoissé. Et les choses, elles sont redevenues comme avant et en même temps pas du tout, tu vois. Déjà, toute sa famille maintenant, sauf la fille. D'ailleurs, j'allais dire, toute la famille sauf la fille est au courant. Peut-être que si cette petite fille joue cette musique morbide-là, peut-être que c'est aussi qu'elle aussi, dans cette sorte de suprasensibilité, a aussi bien capté qu'il s'était joué des trucs très très deep. Oui, il y a des cadavres dans le jardin, quoi. Voilà, il y a des cadavres dans le jardin, littéralement. Puis la mère est complice pour toujours. Enfin oui, en tout cas, oui, c'est ça. Et lui, il est revenu à son point A, donc c'est avoir son job. Mais toute la famille est marquée à tout jamais, quoi. Et on a dit cadavre dans le jardin, jardin-cimetière, son lieu de travail, et qu'on a vu d'abord plein d'humains et de vie, et voilà, d'activités humaines. Là, c'est devenu l'endroit du mouvement, mais du mouvement robotique, quoi, du mouvement sans vie. Et moi, cette scène, ça m'a fait un peu comme la fin de Bugonia, tu vois, c'est genre, j'avais jamais vu ça, quoi. Le mec qui se balade au milieu d'une chorégraphie comme ça de robots qui dansent autour de lui, il ne n'agit même pas dans cette scène-là. Il observe juste que tout va bien, quoi. C'est devenu une sorte de contrôleur, de contremaître des machines. Et du coup, là où ce geste est pathétique, c'est que oui, il a gagné sur le court terme, il a récupéré un travail, mais en même temps, son remplacement est déjà dit dans la scène, quoi. Dans 2 ans, il est plus là, ou dans 10 ans, il est plus là. Et il est, dans une image à la fois tragique et assez drôle, le dernier humain travailleur de l'usine, quoi. La dernière parcelle d'humanité qui reste dans cette usine et qui va disparaître. Ouais. Donc c'est un peu la disparition de l'humanité. L'avant-dernière séquence, c'est lui dans l'usine, le seul humain. La dernière séquence, c'est les arbres, enfin les machines qui détruisent les arbres, et il n'y a plus d'humains du tout, quoi. Ouais. On est arrivé finalement, la dernière séquence nous emmène dans une sorte de destruction qui n'a plus du tout d'humains dedans, quoi. Mais cette scène est particulièrement violente, moi d'ailleurs. Enfin, cette scène finale où on voit des arbres se faire tronçonner, là, oui. C'est... D'ailleurs, la violence des serres en métal, parce que c'est ça qu'on voit qui broie des arbres, m'a beaucoup rappelé la manière dont ils plient les bonsaïs. Ouais. On voit qu'il y a une sorte de continuité quand même entre la violence de la machine et la violence de ce personnage qui, d'une certaine manière, est devenu une sorte de machine à tuer. Ou en tout cas une machine néolibérale, on pourrait dire, quoi. Bah, merci Hugo, on va arriver sur la fin du podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Oui, moi je voulais dire que je trouve que vraiment Park Chan-wook, c'est vraiment un des rares cas, je trouve, de cinéastes qui s'améliorent. Et c'est pas si courant de voir des artistes, parfois c'est pas qu'ils s'améliorent ou pas, c'est juste qu'ils font des choses différentes. Et lui, il y a vraiment un truc, j'ai toujours aimé ses films, j'ai toujours trouvé que c'était passionnant ce qu'il faisait. Là, celui-là et les 2 d'avant, donc Mademoiselle et Decision to Live, il est pour moi vraiment passé dans une autre dimension. Je suis très heureux de voir qu'il va plus vers la comédie et vers l'humour, parce que moi ce film m'a fait beaucoup rire. C'était déjà ce qu'il faisait un peu dans son premier film qui s'appelait JSA, où c'était un peu une comédie, mais il avait un peu délaissé ce côté-là de son cinéma après. Et autre chose que j'aime beaucoup chez lui et qui m'a charmé, bon ça paraît un peu bête de le dire comme ça, mais vraiment dès la première seconde du film, c'est il ose, quoi. Il ose faire des trucs, et notamment, il ouvre quand même son film avec le Concerto 23 de Mozart, c'est-à-dire, il ouvre vraiment son film avec un morceau que tout le monde connaît, ou un truc, je sais pas comment dire, c'est presque de mauvais goût de commencer un film avec ça, quoi. Mais lui, il ose parce que c'est le morceau qu'il voulait mettre. Et tu vois, normalement, si t'es un petit peu élégant et raffiné, tu commences un film avec de la bande originale ou avec un morceau de Mozart mais pas trop connu pour, tu vois. Bon, lui, il commence avec, il met le best-of, quoi. Et je trouve que ça montre un cinéaste qui ose. Et pendant tout le film, beaucoup de gens le disent, qu'ils trouvent que c'est tape à l'œil et de mauvais goût parce qu'il en fait des caisses, qu'il fait des mouvements de caméra, machin. Moi, j'ai aussi le truc je vois quelqu'un qui fait des plans que personne ne fait, qui a notamment un art du montage que personne n'a. Je trouve aussi, c'est un peu moins le cas dans celui-là, même si c'est très stylé, mais c'était virtuose dans Decision to Live, ce qui fait que les téléphones, je trouve qu'il a des super idées pour incarner les textos, et là dans celui-là plutôt les vidéos et les appels vidéo. Voilà, les idées super où il appelle, sa femme l'appelle, il est toujours en train de se faire, soit il est en train de se faire prendre un suçon par la meuf dans la forêt, soit il a la goutte de sang qui tombe, enfin c'est toujours drôle, quoi. Il y a toujours plein d'idées drôles, je trouve, par rapport à ça. Et je me suis demandé, et je finirai rapidement là-dessus, mais je me suis demandé pourquoi il me paraissait meilleur maintenant qu'avant. Je crois que c'est parce que dans ses films précédents, dont le plus connu serait Old Boy, mais d'autres un peu dans cette optique-là, de sa trilogie de la vengeance, sont des films que moi j'aime bien, mais dans lesquels on voit bien qu'il racontait des espèces d'énormes histoires, voilà, des tueurs en série, inceste, vengeance, on est vraiment dans la tragédie grecque, dans l'immensément glauque et tragique et violent.
Et là, ces 3 derniers films, il a beaucoup resserré, quoi. Il est sur des histoires beaucoup plus simples. Enfin, simple n'est pas le bon mot, parce que c'est des intrigues complexes, mais des choses beaucoup plus resserrées. Decision to Live, c'était juste une histoire entre un policier et une suspecte, et ça allait se développer là-dessus. Mademoiselle, pareil, c'est une sorte de... C'est quasiment pièce de théâtre, quoi. Il y a 4 personnages qui se interagissent les uns avec les autres. Celui-là aussi, on est sur un homme, surtout, et plus largement une famille, mais il a beaucoup resserré la focale, sans ralentir sur son débridage et sa folie visuelle, quoi. Et je pense qu'il était à une époque beaucoup plus sur des histoires mythologiques, sur genre le vengeur, la vengeuse, la victime, un petit peu presque Tarantino Kill Bill, tu vois, peut-être limite, tu vois, Old Boy, c'était presque un peu ça, tu vois. Et là, maintenant, il a des vrais personnages, quoi. Moi, je t'ai dit, le personnage de la femme du héros est un personnage que je trouve fascinant. Dans ses premiers films, j'étais impressionné par son cinéma, par ce qu'il faisait avec l'image et le son, et dans celui-là, je suis touché, quoi. Je ris, je peux pleurer, je suis vraiment touché par ces personnages-là, parce que je pense que c'est beaucoup plus des personnages réels et complexes, beaucoup plus que les personnages un peu plus stéréotypés, et un peu plus théâtre antique, quoi, qu'il avait dans ses premiers films. Et donc c'est rare de voir des cinéastes, surtout qui sont en carrière depuis 30 ans ou peut-être plus, qui s'améliorent, quoi. Des artistes qui s'améliorent à chaque fois. Merci Hugo. Merci Hugo. Merci à toi. Merci pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de La Phase. Salut. Ciao.